Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Vous faites partie de ces 8 millions de personnes qu'on appelle des aidants, ou peut-être le serez-vous un jour, et vous vous posez des questions sur ce statut trop largement ignoré par la société et les pouvoirs publics, et qui pourtant peut être source de dépression, de fatigue, de colère. Bref, les aidants ont besoin d'aide, et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Vous, moi, vos enfants, vos petits-enfants, nous sommes tous des aidants en puissance. Alors, à l'heure où le maintien à domicile des personnes âgées représente un enjeu majeur pour les années à venir, le rôle de l'aidant sera donc crucial pour nous parler de ses missions, de ses droits et de ses conséquences liées à ce statut parfois un peu lourd à porter au quotidien. J'ai le plaisir de recevoir Élodie Béal. Bonjour Élodie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'ingénierie et de l'action sociale chez Harmonie Mutuelle. C'est ça. Merci d'être avec nous. Hervé Noël, on ne vous présente plus, vous commencez à être un habitué des plateaux de La Santé d'abord. Vous êtes responsable relations clients RMA. RMA, rappelez-nous ce que ça veut dire. Ressources mutuelles assistance. Voilà, vous êtes notre assisteur. C'est cela. Dès qu'on a un sujet un peu, on fait appel à vous. Dès qu'on a un sujet, on a besoin d'assistance, on fait appel à vous. Alors, en préambule, j'aimerais qu'on vienne sur la définition de l'aidant. Un aidant, c'est quoi? À partir de quel moment peut-on se considérer comme un aidant? Et quelles sont les différentes situations dans lesquelles on peut se retrouver en tant qu'aidant? Un aidant, c'est quand on n'est pas en fait sur une fonction de professionnel et qu'on aide au quotidien en fait un proche qui est atteint d'une maladie, d'un handicap, d'une invalidité, d'une dépendance. Donc c'est vraiment ce statut, il n'est pas forcément reconnu aujourd'hui, en tous les cas pour l'aidant. On ne se considère pas comme aidant parce que ça reste spontané et un engagement en fait naturel, mais on n'est pas forcément préparé à ça. Mais il y a un statut juridique aujourd'hui de l'aidant quand même? Oui, depuis la loi de 2015, le statut a été reconnu d'aidant familial. Donc c'est vrai que cette loi elle a permis d'ouvrir aussi certains droits et d'avoir un vrai statut d'aidant. Oui, parce qu'on va en parler, être aidant, c'est quand même pas simple. Il y a des charges assez lourdes au quotidien, il faut aussi des moyens financiers, il y a une charge mentale aussi importante. Et les plans gouvernementaux ont permis justement d'arriver aujourd'hui à cette notion de statut d'aidant avec une reconnaissance et la possibilité depuis 2020 de bénéficier d'une indemnité journalière lorsque l'on s'absente. Pour autant, dès 2013, le plan autisme, le plan cancer 2014, le plan maladie dégénérative 2015 et principalement la loi d'adaptation de la société au vieillissement, donc avec les soins palliatifs et fin de vie 2015, ont permis l'émergence de ce statut. Et c'est vraiment, comme le disait Élodie, un proche qui intervient à titre non professionnel aujourd'hui. Alors, comment les Français perçoivent-ils cette notion d'aidant? Se sont-ils déjà projetés un jour dans ce rôle? Notre reporter Cédric Manet est allé à Nantes les interroger sur le sujet. La question de l'aidant, c'est pas posée pour l'instant, mais c'est vrai qu'on a, nous, dans la conception de la maison, on a anticipé un petit peu nos vieux jours, on va dire, en adaptant la maison déjà, en mettant une pièce de vie, enfin une chambre en bas, de quoi être autonome, quoi. Pour l'instant, mes parents ont prévu de déménager, donc là ils cherchent actuellement déjà un bien qui soit de plein pied en fait, maison ou appartement, mais en tout cas changer leur maison à étage. Je pense que dès qu'un ira moins bien que l'autre aidera celui qui va mal et sera son aidant proche. Et après, nous, en tant qu'enfants, on viendra suppléer quand il y a besoin. Mais l'idée, c'est pas que ça empiète trop non plus sur notre vie. On en parle souvent avec mes frères et sœurs et mon père, peut-être, au bout de 5 ans, il sera peut-être dans le besoin. On est de Nantes et lui, il est à Clermont-Ferrand, donc on réfléchit à l'inviter à venir chez nous, vers Nantes, pour pouvoir s'occuper de lui. Quand j'avais 30 ans, ça s'est posé avec ma maman. À l'époque, je n'avais pas conscience d'être une aidante. C'est vrai que ça m'a pomper le mental, plus que le physique, puis j'étais beaucoup plus jeune. Mais par contre, heureusement, j'ai eu le réflexe de continuer à vivre ma vie, à avoir mes activités extra-professionnelles, la musique notamment, et ça m'a beaucoup aidée. Moi, j'envisage ma fin de vie, soit en EHPAD,
avec voilà, tout un protocole autour de moi, mais en étant indépendante, ou alors en colocation avec des anciens comme moi. Bon, en tout cas, on sent bien que les gens aujourd'hui savent ce que c'est qu'un aidant, hein, et les différentes missions de l'aidant. Alors, quelques chiffres peut-être sur ces aidants. C'est un Français sur 6 quand même qui se trouve aujourd'hui en situation d'aidance, donc soit 11 millions de personnes. 90% aident un membre de leur famille, dont 52% est un de leurs parents. 37% des aidants sont âgés entre 50 et 64 ans. Il n'y a pas d'âge pour être aidant, on le verra tout à l'heure. On commence à rentrer dans les danses. L'âge moyen, c'est 36 ans. Donc c'est relativement tôt. Sur une période de vie où on est encore très actif, où on est en évolution professionnelle, où on a des enfants en scolarité, en bas âge, et où l'organisation elle est encore plus complexe. Bah, une fois sur deux, d'ailleurs, l'aidant est encore en activité professionnelle. Oui, 60%. 60%. Souvent une femme. Et 57% sont des femmes, exactement, Hervé Noël. Les femmes vont jouer plus naturellement ce rôle, peut-être, que les hommes. Voilà, c'est dans notre ADN. On a un sens du dévouement plus développé. Ça, c'est une évidence, le sens du dévouement plus développé. Mais en l'occurrence, je pense que ça fait référence à des schémas sociétaux et familiaux de solidarité, de questions qui ne se posent pas. On se sent redevable naturellement d'aider un proche, souvent un parent, et dans le portrait que vous décrivez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a souvent affaire à une femme, alors le portrait robot, et je n'aime pas trop la notion de portrait robot, mais en tous les cas d'une femme de 50 ans, aujourd'hui, qui cumule son rôle. Elle est entrée potentiellement en aidance à 36 ans, mais aujourd'hui, à 50 ans, elle est au top de cette situation où elle doit démêler vie familiale, vie personnelle, vie intime, vie avec la personne qui est aidée. Très souvent, d'ailleurs, ces femmes aident leur maman, puisqu'on parlait du vieillissement de la population, et on est dans un environnement, je dirais vraiment une forme de solidarité naturelle, qui fait que cette notion d'aidant n'était pas connue. On s'aperçoit au regard du micro-trottoir qu'elle est beaucoup plus prégnante et mise en lumière aujourd'hui. Parce qu'elle elle est naturelle, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'est pas encore beaucoup mise en lumière dans notre société. Ça paraît naturel d'aider un de ses parents. Après, c'est vrai que quand on voit dans le micro-trottoir, on se rend compte qu'on anticipe davantage en fait, pour un parent en fait, lié au vieillissement de la population. Mais voilà, l'aidant n'est pas forcément non plus l'aidant que d'un parent dépendant en lien avec l'âge. Il y a aussi des aidants suite à une maladie, suite à un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Ou des enfants en situation de handicap. Donc ça, personne n'est préparé à ça. Donc il faut vraiment... Et après, c'est inné, c'est-à-dire qu'on se dit, on se doit d'eux, mais comment on est accompagné et comment on se prépare à ça et comment on organise tout ça. Alors justement, quels sont les principaux obstacles que l'on peut rencontrer quand on est aidant familial? Je pense que le premier, c'est d'accepter le fait qu'on est un aidant. Aujourd'hui, nous, c'est ce que l'on constate. Alors, on va rester dans des pourcentages, mais 54% des personnes, quand elles sollicitent des dispositifs d'aide, d'assistance, par exemple, n'ont pas conscience d'être aidant et vous disent naturellement, mais j'organise ma vie. Je vous ai déjà pris un exemple lorsqu'on avait échangé, mais je trouve que ce sont des situations parlantes. J'ai souvenir de cette dame qui disait, je vous appelle parce que je n'arrive plus à gérer la situation. Je me suis levé ce matin, mon réflexe est de regarder mon téléphone pour voir si maman m'a envoyé un message. J'ai la chance d'habiter à proximité. Je passe chez elle pour voir si l'aide à domicile ou l'infirmière sont passées. Je rentre, je me prépare, le petit déjeuner pour les enfants. En fait, quand ils vous demandent de l'aide, souvent, ils sont presque en situation de burn-out ou de... Ils sont à la limite. Ils sont à la limite, et ils n'en peuvent plus. La porte d'entrée, en fait, c'est l'acceptation de cette situation d'être aidant. C'est un bilan de la situation pour faire émerger naturellement le fait d'être aidant. Ça, c'est... Et de pouvoir bénéficier d'aide, de soutien psychologique, d'aide financière, etc. Mais c'est déjà une première étape qui est importante. Parce que la prise de conscience et le fait d'admettre que, avant d'accéder aux aides qui sont possibles, c'est quelque chose, c'est important. Il y a 24% des actifs qui ont informé leur employeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est délicat aussi de dire à son employeur ou à son manager, moi je suis en situation d'aidance avec mon... parent ou mon enfant, alors que j'ai envie d'évoluer professionnellement, j'ai pas envie d'être mis dans une case en fait et être isolée par rapport à ça. Mais pour autant, j'ai pas envie d'être non plus catégorisée en me disant je dois partir à 17h le vendredi soir parce que je dois prendre le relais des aides à domicile.
Donc c'est compliqué en fait de trouver le Bien juste sûr. milieu. Puis la complexité, j'imagine, des démarches administratives aussi auxquelles on n'est pas Alors, préparé. ça, c'est autre chose. Même s'il y a eu beaucoup d'évolutions, il faut quand même le reconnaître, hein, avec la mise en place de ces congés aujourd'hui, par toujours ces plans gouvernementaux, mais on a le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, le congé de proche aidant aujourd'hui. Donc ça, ce sont des dispositifs qui sont peu connus, mais qui existent. Et c'est là l'importance d'un accompagnement central d'une personne qui va coordonner ces activités. C'est le rôle qui est extrêmement important des assistantes sociales. Je sais que, Élodie, c'est quelque chose qui te tient à cœur, Ouais, mais complètement. c'est la pierre angulaire, en fait. Bien sûr. C'est la personne qui va coordonner l'ensemble des démarches. Des démarches. Et puis la crise du Covid, j'imagine, a aussi exacerbé toutes ces difficultés, plus la pénurie des aides-soignants. Là, le rôle de l'aidant est devenu vraiment vital aujourd'hui. Hein. Elle a bouleversé la situation de l'aidant. Parce qu'il y a les EHPAD qui ont fermé, c'est ça? Alors, en fait, il y a eu ce dispositif, le plan blanc, qui réorganise complètement le système de santé. On ne va pas rentrer dans des cours très théoriques, mais finalement, la priorité est donnée aux personnes qui ont le plus besoin. Alors, comment on détermine le plus besoin aussi? Est-ce qu'on s'en réfère à des grilles Agir et des situations de dépendance? Certaines maisons qui accueillaient des personnes ont fermé. Donc, l'aidé a dû revenir dans la famille qui s'est trouvée aidante, dans des infrastructures personnelles et familiales qui n'étaient pas adaptées. Des personnes qui vivent à l'étage, en pièces de vie au rez-de-chaussée, on l'a vu dans le micro-trottoir, et puis se retrouver du jour au lendemain avec une situation extrêmement compliquée à vivre. Beaucoup des personnes interrogées, ou en tous les cas qui se sont manifestées auprès de nos services, étaient dans un premier temps en situation de détresse psychologique, de se dire c'est une situation inhabituelle, je ne suis pas préparé, 7 personnes sur 10 ont dit je me sens moralement affecté, 6 ça impacte ma vie de famille, je ne vous parle même pas des loisirs, ma relation à mes enfants se trouve perturbée, parce que effectivement aujourd'hui on est quand même, on parle beaucoup de situations où on est d'un ascendant. En règle générale, hein, c'est la majorité des situations qui sont mises en avant. Et donc, cette crise du Covid, elle a complètement bouleversé la situation. Alors, 24 heures dans la vie d'un aidant, ça ressemble à quoi? Voilà, quelles sont les principales tâches que doit assumer l'aidant au quotidien? C'est déjà la coordination en fait avec toutes les structures ou les organismes, parce qu'il en existe. Ouais, Tout ce qui est maintien à domicile. Ouais. C'est s'assurer en fait que tout fonctionne et que tout est là à l'heure et pour le bon sens en fait de l'aider. Après, c'est aussi se dire que la personne aidante, elle est en soutien aussi pour rompre l'isolement, et elle est rassurante par rapport à l'aider. Parce qu'on le voit, hein, les structures, les associations, il y a un turnover qui est important. Et du coup, il n'y a pas de cadre. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des soins aussi que l'aidant va donner à la personne en perte d'autonomie? Est-ce qu'il y a des soins particuliers, des soins médicaux Aujourd'hui, l'aidant peut être accompagné dans des formations que l'on appelle souvent gestes et postures, hein, qui vont permettre d'aider à manipuler. C'est un terme qu'on retrouve auprès des auxiliaires de vie aussi, la différence parfois avec l'aide à domicile, une formation complémentaire qui permet d'aider à soulever, à installer une personne. C'est en prévention, ça, voilà. Voilà, exactement. Pour qu'ils soient en sécurité aussi, hein, parce que c'est des charges lourdes. Bien sûr. Et puis après, il y a des manières de faire. Et du coup, quand on n'est pas formé et informé, on ne peut pas savoir comment porter, en fait. Mais pas de formation à proprement parler sur le soin tant médical que le soin intime, l'aide à la toilette, par exemple. C'est juste de la manipulation, et pour ça, il n'existe pas aujourd'hui de formation particulière de l'aidant, mais l'aide-soignant peut montrer certains gestes, etc. Oui, et puis il peut exister, en fait, on oublie très souvent de parler des mouvements associatifs qui sont très forts et qui ont permis cette reconnaissance, parce que c'est quand même par des associations que les choses ont évolué. Donc il va y avoir beaucoup d'entraide au niveau des associations et de possibilités d'organiser des ateliers pour aider à montrer. Je maintiens le terme de manipuler, parce qu'il est important d'aider à soulever une personne, à s'asseoir, et comme le disait Élodie, en adoptant la bonne position pour ne pas finalement se mettre en situation délicate. Je pense d'ailleurs... Et d'empirer les choses. Voilà. Il y a cette pudeur. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, moi, dans les situations que j'ai pu accompagner en tant qu'assistante sociale, c'est de se dire, un aidant, aujourd'hui, quand il doit faire la toilette de son parent, c'est dur, c'est difficile psychologiquement. Et puis même vous les accompagnez justement même pour l'aider. Hein.
Pour les deux, voilà. c'est difficile. On se demande en Ouais. fait c'est quoi la suite. Ouais. Voilà, c'est le schéma en effet, mais Donc vous proposez un c'est difficile. accompagnement psychologique, Voilà, un accompagnement acceptation, psychologique, parce une que ça nécessite acceptation, aussi et chacun sa d'accepter place. Voilà. d'accepter que son parent soit malade, soit en perte Perte d'autonomie. d'autonomie, tout à fait. On est très souvent dans une sorte de parcours, même si le terme peut être un peu particulier, mais à partir du moment où la prise de conscience est faite et actée, on peut mettre en place un bilan psychosocial de la situation qui va permettre de déterminer si la personne a besoin d'être accompagnée dans le cadre d'un soutien psychologique ou plutôt sur des démarches qui relèvent de l'assistante sociale. Et donc les équipes sont coordonnées entre le psychologue et l'assistante sociale. Un référent unique est déterminé au regard des besoins évoqués, ressentis et délivrés, et va permettre donc d'accompagner durant toutes ces situations de l'aidance qui vont de la situation quotidienne, qui peut avoir besoin effectivement de prévention, de situations de crise ou de la fin de la situation D'accord. Et d'aidant. à ce sujet, je rappelle que le 6 octobre, c'est la journée nationale Tout à fait. des aidants. Tout à Alors, fait. nous avons rencontré justement Raphaël, une jeune étudiante de 18 ans qui nous raconte sa vie d'aidante aux côtés de son papa. Regardez. C'est compliqué sur une journée de 24 heures d'avoir des amplitudes horaires d'aide qui sont compatibles avec une vie de salarié ou une vie d'étudiante. Enfin, rentrer à 16h de la fac, être obligé de prendre son bus vite pour être sûr qu'à 17h je suis présente en soutien pour mon père, c'est une grosse partie de mon quotidien. Raphaël, elle s'est mise dans l'action tout de suite. Elle a décidé qu'elle ne serait pas spectatrice de tout ça. Et elle, en fait, en se jetant à corps perdu dans le soin et dans l'action et dans les danses, finalement, je pense que c'est ce qui lui permet d'avancer. Alors, c'est sûr que c'est culpabilisant pour une maman. Moi, c'est dans l'ordre des choses d'aider mon conjoint. Il l'aurait fait pour moi et voilà. Les enfants, c'est pas forcément dans l'ordre des choses de faire du nursing avec un père ou une mère quand on a 18 ans. Alors, ce qui est très intéressant dans ce reportage, c'est que le fait d'être aidant peut aussi avoir des côtés positifs. La maman de Raphaël le dit très bien pour sa fille. Choisir d'être aidante, ben, c'est une façon de surmonter le traumatisme lié au handicap de son papa. Ça lui permet d'être dans l'action, ça lui permet d'avancer, de ne pas subir la situation. Donc, psychologiquement, on peut en retirer un certain bénéfice aussi. C'est sûr que ça permet d'avancer et d'être impliqué en fait dans l'évolution aussi de la situation. Après, de toute façon, l'aidant, on ne peut pas dire que c'est mal ou, enfin, c'est bien ou mal. C'est surtout comment c'est accompagné et préparé et organisé pour ne pas mettre en fait Parce en que rappelons péril. peut-être les conséquences quand même sur la vie privée, sur la vie professionnelle. C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé. Sur la santé des aidants aussi. Hein. Ah, c'est 10h30 à peu près par semaine, hein, le temps passé. C'est 10h30 par semaine, Ouais, d'accord. c'est énorme. Enfin, c'est un En deuxième complément travail. de l'organisation d'une vie personnelle, hein. Et Oui, d'une journée de travail. Ouais. D'une journée, d'une semaine. Donc c'est de la fatigue, c'est de la dépression, c'est peut être de la colère aussi, parce qu'on se sent seul, on se sent De isolé. l'incompréhension, ouais. Moi, oui, excusez-moi, je reviens sur ce que vous disiez. C'est une démarche très volontaire et je pense que c'est ce côté volontaire qui permet d'être, en l'occurrence, salvateur, de la porter et de faire que les choses ne sont pas un poids. Et c'est très important parce que ce n'est pas une situation qui est vécue injustement ou qui est subie. Et pour reprendre ce que vous disiez, le positif, il est dans cette démarche volontaire de vouloir accompagner, d'être probablement dans sa façon d'être au mieux présente et aidée. Et elle n'est pas à l'inverse dans des personnes qui se retrouvent acculées avec une situation qu'ils n'ont pas choisie et face à laquelle il faut réagir. Voilà, on aide, mais à condition de se faire aider aussi, parce qu'on peut se laisser très vite déborder par la situation. Alors parlons des aides, justement. On parlait d'aide financière. Est-ce que quand on est aidant, on peut toucher une rémunération aujourd'hui ? Ben, on a les différents droits que Hervé a évoqués tout à l'heure, suite à partir de 2020, ça a été mis en place. Après, on a aussi des professionnels, comme les travailleurs sociaux, qui accompagnent les aidants dans l'ensemble de leur démarche. Donc, on n'a aujourd'hui pas de rémunération en fait, qui prend la place d'un salaire. Par contre, on a des droits et des allocations qui peuvent permettre en fait,
ponctuellement d'arrêter voilà, son activité professionnelle. D'accord, ce sont des aides qui permettent de compenser une perte d'activité professionnelle. C'est à peu près une partie, parce que quel est le montant de cette allocation à peu près et qui peut en bénéficier? C'est 60 € par jour maximum. Il faut remplir des conditions particulières? Voilà, il faut remplir des dossiers, il y a des conditions, voilà, il y a des barèmes et il y a des formulaires avec voilà, une charge administrative qui n'est pas neutre. Une démarche à nouveau très volontaire, hein. Il faut le déclarer auprès de son employeur, il faut notifier. Ce congé du proche aidant, il est très bien. Heureusement, ça fait partie des avancées et des évolutions. Néanmoins, il implique aussi d'accepter de dévoiler une part de son intimité. Je pense qu'il faut être très fort pour accepter de passer le cap de la pudeur et de dire, ben voilà, moi je n'y arrive plus, j'ai besoin de pouvoir prendre du temps pour m'occuper de mon parent ou de mon enfant. Enfin, on rentre quand même dans l'intime. Donc ce congé existe, il faut en faire la demande. Il se met en place avec effectivement une allocation, comme le disait Élodie, journalière de 60 €. On est sur des périodes de 3 mois renouvelables. Oui, parce que ça peut coûter cher aussi. Il faut investir dans du matériel de manutention du corps, les lève-personnes, les verticalisateurs, la rééducation. Tout ça, ça demande quand même certains Il y a moyens. des prises en charge par aussi les acteurs de protection sociale, les mutuelles, les assurances. Il y a les caisses de retraite aussi, il y a des associations. Il y a la maison départementale des personnes en situation de handicap. Voilà, il y a le conseil départemental. Des instituts Donc, prévoyants, il y a il y a différents organismes qui peuvent participer en tous les cas à diminuer le reste à charge. Bon, et 11 millions d'aidants, s'il n'y avait pas d'aidants, s'il n'y avait pas d'aidants aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? C'est sûr que ça serait vraiment compliqué parce que les établissements et l'accueil restent limités quand même. Très limité. Après, il y a les accueillants familiaux aussi, hein, mais c'est 10 000 familles à peu près, c'est 18 000 places, donc on est aussi restreint en nombre. Voilà, donc il faut aider les aidants, c'est vraiment voilà, crucial c'est aujourd'hui. Ouais. Il n'y a pas que la reconnaissance, Puis le maintien il y a à aussi domicile, une c'est aide une financière volonté, et un soutien psychologique qui est important. Hein. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher ça chez vous. Oui, effectivement, les gens nous sollicitent. On est dans un premier temps sur un besoin de soutien, d'écoute. Dans les statistiques que vous donniez, moi je sais que 50% des personnes se sentent seules à un moment donné de ce parcours. Et ça, c'est... Alors qu'elles peuvent être soutenues et surtout il y a des aides aujourd'hui. Je pense que c'était le message important à faire passer. Alors on l'a vu tout à l'heure avec Raphaël, il n'y a pas d'âge pour être aidant. À 18 ans, on peut se retrouver dans cette situation parce qu'on a un parent, un frère ou une sœur malade ou en perte d'autonomie. Et pour ces jeunes étudiants, eh bien, il existe des centres de répit qui leur sont spécialement destinés. Et à Riec-sur-Bellon, le domaine de la Porte-Neuve, en partenariat avec l'association nationale Jeunes Aidants Ensemble, JAD, a offert à 25 enfants en juillet 2022 un séjour de vacances pour leur permettre de souffler un peu. Regardez. L'association nationale JAD s'occupe des jeunes aidants, c'est-à-dire des enfants et des adolescents de moins de 18 ans, qui apportent une aide au quotidien à un proche parent malade ou en situation de handicap. Là, on est vraiment sur des vacances répit. Donc c'est vraiment une parenthèse pour ces enfants qui puissent passer des vacances comme tous les autres enfants, s'échapper de leur quotidien, souffler, rigoler. Bref, passer de vraies vacances. Avec Jade, cette semaine, on fait de la pêche à pied. Hier matin, on a fait de l'acrobranche. Mon quotidien, quand je suis pas en séjour, j'aide ma mère. Et moi, ça me libère un peu. Je fais plus de la vaisselle, je fais plus de lave-linge. Je suis très reconnaissant envers Jade de pouvoir nous permettre de faire ça. On se sent bien quand on est avec des gens qui nous comprennent. C'est un séjour très original puisque pour la première fois, c'est un séjour interrégion. Ça veut dire que nous avons des jeunes aidants des 4 coins de la France qui nous ont rejoints ici pour profiter d'une semaine de répit, d'activités multiples, mais surtout d'un lieu très paisible dans un cadre qui leur permet de souffler, d'oublier un peu les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et de s'amuser tous ensemble, de faire communauté. Moi, je trouve ça bien parce qu'on va dans un château et qu'on fait plein d'activités chaque jour. On s'amuse trop bien. C'est les top vacances. Bon, j'imagine que pour ces jeunes, cette épreuve va les rendre encore plus matures et plus forts pour affronter ensuite les réalités de la vie, notamment professionnelles. C'est sûr que c'est un temps. Hein. Oui. C'est un temps passé. C'est-à-dire que la jeunesse, elle est aussi un peu prise par d'autres actions qui ne relèvent pas d'un enfant qui a besoin de jouer, qui a besoin aussi de s'épanouir autrement
qu'en s'occupant en fait d'un proche, Ils sont impliqués dans une vie d'adulte très jeune. Très jeune. C'est important. D'organisation, de responsabilité aussi. Hein. Et il existe aussi des centres de répit pour les adultes, où ils peuvent souffler sûr, quelques jours. Ma dernière question, quelles sont les limites du job? À quel moment faut-il passer la main quand on est aidant? Je pense qu'on est... À partir du moment où on touche à l'intime, pour moi, c'est quelque chose qui... À partir du moment où on n'est plus à l'aise avec ça, c'est tant soi, en tant qu'aidant, que l'aider, le regard de l'aider, je pense que c'est important d'accepter. Et penser à être accompagné. Voilà, être accompagné avant même de devoir donner le relais, quoi. Un grand merci à tous les deux pour toutes ces informations très pratiques, très concrètes. Et merci de nous avoir aidés à mettre la lumière sur les aidants. Nous sommes, je le disais, tous des aidants en puissance. Donc les messages clés, je pense, à retenir de cette émission. L'aidant familial est aujourd'hui un acteur décisif du maintien à domicile. Nous sommes tous des aidants en puissance. L'accompagnement des aidants est primordial. Je pense que ça, on l'a bien répété, car un aidant qui va bien, c'est aussi un parent qui va mieux. Il existe aujourd'hui des aides financières et psychologiques pour les aidants familiaux, donc ne pas hésiter à se tourner vers sa mutuelle, sa caisse d'assurance maladie ou sa caisse d'allocation familiale, voire son entreprise. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des aides qui peuvent être proposées au sein de l'entreprise. Voilà, encore un grand merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Valérie Darmon, Margot Miller et Christina Mouton de m'avoir aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.